Bonjour. Vous avez remarqué que les sujets suivants ne se ressemblent pas, donc vous n'allez pas être étonné que ce dont je vais vous parler maintenant n'a pas beaucoup de lien, je crois, avec ce qui a été dit précédemment, mais vous allez voir que c'est un problème tout à fait central et qui est amené à prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que les machines se sophistiqueront, comme on dit. Pour résumer les choses, nous en sommes aujourd'hui à une troisième grande période de la relation de l'homme à la machine. Les autres périodes ont duré beaucoup plus longtemps. La première, très longtemps, la période artisanale, l'homme maîtrise ses outils. La période industrielle, on a tous en mémoire l'état moderne de Charlie Chaplin. La machine impose son rythme à l'homme. Et aujourd'hui, nous arrivons dans une troisième période dans laquelle l'homme et la machine sont invités à entrer en interrelation. La machine modifie l'homme, mais l'interaction que la machine a avec l'homme modifie la machine. Pas évidemment dans des outils qui sont téléopérés, mais de plus en plus, grâce à l'intelligence artificielle, la machine va pouvoir s'adapter à l'humain, alors s'adapter à l'humain en général et éventuellement s'adapter à des types d'humains particuliers avec lesquels la machine fonctionne. Quelques mots d'abord pour vous rappeler ce qu'est un robot, puisque je vais vous parler beaucoup de robots, mais je vous ai pris un modèle fantaisiste pour que vous compreniez que ce qui définit un robot depuis 1950, depuis les travaux de Norbert Wiener, c'est trois choses très simples justement qui simulent les compétences humaines. Nous avons tous des organes d'essence, des oreilles, des yeux, voilà, une peau. Eh bien, la machine a l'équivalent des organes d'essence. Ce sont ses capteurs. La machine a un programme, c'est l'équivalent de notre cerveau. C'est le programme qui va interpréter les données fournies par les organes d'essence, en quelque sorte, entre guillemets, par métaphore. Et puis la machine va accomplir un certain nombre de choses, et elle va accomplir ces choses de diverses façons, de façon mécanique, modifier son environnement, porter des paquets, se déplacer, de façon informatique. Ça peut être le robot trader, ou ça peut être des lignes de code pour hacker des entreprises. Et puis, de façon émotionnelle, il existe en effet des robots dont la fonction est essentiellement de modifier les émotions, notamment pour des personnes démentes en situation d'angoisse, mais aussi de nombreuses applications de machines robotiques pour modifier la perception du danger ou des angoisses immotivées chez certains malades. À partir de là, la machine va se complexifier depuis les années 80-90. Elle a des capacités d'apprentissage. Je ne rentre pas dans le détail, mais je pense que vous en trouverez ici des illustrations sur un stand ou un autre, par renforcement, imitation, apprentissage profond, mais aussi connexion de plus en plus avec d'autres robots. Le robot étant connecté à d'autres robots du même type, à une base de données, à d'autres machines, ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet 3.0. Et puis la machine est dotée de plus en plus de ce qu'on appelle d'un oxymore, d'empathie artificielle. L'empathie, c'est une qualité humaine, comme vous savez, la capacité d'être en résonance avec autrui, de percevoir ses émotions, ses intentions. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est cognitif aussi. Mais en tout cas, ce mot d'empathie n'est absolument pas adapté à une machine qui n'a pas d'émotion, qui ne fonctionne que par l'équivalent de cognition. Et cette empathie artificielle va permettre à une machine de percevoir si son interlocuteur est content, pas content, en colère, angoissé. Et puis la machine va avoir de plus en plus la capacité de s'adapter à ces émotions qu'elle perçoit, peut-être pour simuler l'empathie, ou peut-être pour simuler la colère, ou peut-être pour simuler la séduction, pour imposer une décision. Et déjà, j'attire votre attention sur le fait que de plus en plus de travaux sont menés dans le domaine de la cybersécurité pour comprendre comment des machines séductrices peuvent s'introduire dans des bases de données de manière à séduire leur interlocuteur pour que leur interlocuteur, à son insu, donne des informations, évidemment, qu'il n'avait pas prévu de donner ou qu'il aurait dit la main sur le cœur, je ne les donnerai jamais. Mais la machine deviendra de plus en plus capable de s'adapter au profil de son interlocuteur pour le meilleur lorsqu'il s'agit de travailler ensemble et pour le pire quand il s'agit de hacker une entreprise ou une armée adverse. Et donc, le fait que la machine soit dotée d'empathie, en pratique courante, on ne voit que des avantages, évidemment, c'est le fait qu'on fait beaucoup plus confiance à une machine quand on peut lui parler et quand on a l'impression qu'elle nous comprend. Et ça, c'est le gros problème, c'est le problème de la confiance entre l'homme et la machine. Il faut de la confiance entre l'homme et la machine, sinon on n'adopte pas la machine, mais il ne faut pas trop de confiance entre l'homme et la machine, parce que toutes les machines que vous achetez, vous n'êtes jamais certain de savoir si elles vous appartiennent à 100%, ou si peut-être le fabricant n'aurait pas gardé la main sur quelques algorithmes secrets, et peut-être vous êtes propriétaire à 95, 90 ou 99, mais on ne sait jamais finalement avec les puces si ce qu'on achète, on en est le seul propriétaire aujourd'hui, ou si cette propriété n'est pas partagée avec quelqu'un. Évidemment, vous savez bien qu'on nous invite toujours, quand on utilise des services, à
fournir nos données, soi-disant pour améliorer la qualité du service et du matériel qui nous est fourni. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. On ignore tout aujourd'hui. Avec les puces fabriquées à Taïwan, s'il n'y aurait pas un petit quelque chose qui permettrait un jour, par exemple, dans un pays ennemi, de ralentir la productivité de certaines machines ou simplement de les détraquer. Donc la voix, dans cette capacité de séduire un interlocuteur, va jouer un rôle essentiel. Et l'expérience inaugurale, c'est en 1966. Vous voyez, Joseph Weizenbaum invente une machine qu'il appelle ELISA. Et il la programme comme une machine qui correspondrait à un thérapeute rogérien. Thérapeute rogérien, vous savez, je caricature beaucoup pour le dire, c'est un thérapeute qui décide de ne jamais être intrusif avec ses patients, donc il ne pose jamais de questions. Si un patient dit « j'ai mal dormi », le thérapeute rogérien lui dit jamais « est-ce que vous avez fait des cauchemars » ou peut-être vous avez des problèmes dans votre travail, ou peut-être dans votre couple, ou peut-être avec vos enfants. Non, le thérapeute rogérien dit simplement « ah bon, vous avez mal dormi ?» Et donc, la machine ne fait que reformuler sur un mode interrogatif. Donc Weizenbaum fait un programme en 66, vous voyez, il rentre du texte et la machine lui répond sur l'écran. Et Weizenbaum va s'apercevoir, alors j'ai été un peu vite, mais ça ne fait rien, je vous dis tout de suite ce qui va arriver à Weizenbaum. Weizenbaum s'aperçoit que les chercheurs, même qui ont mis au point la machine avec lui, ne passent beaucoup de temps avec elle. Alors il leur dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous savez bien qu'elle ne vous apprendra jamais rien sur vous, puisqu'elle ne fait que reformuler sur un mode interrogatif ce que vous avez dit. Et Weizenbaum a la grande surprise que des gens qui ont même programmé la machine avec lui, pas seulement des inconnus, lui disent « oui, on sait bien, mais on a quand même l'impression qu'elle va peut-être nous dire quelque chose d'important ». Et là, Weizenbaum a une phrase qu'il faudrait inscrire au fronton de tous les laboratoires de recherche en intelligence artificielle. Weizenbaum déclare « Je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux ». Il faut bien comprendre que les machines sophistiquées et les systèmes de hacking vont être capables de provoquer en effet des délires chez des gens totalement normaux. Ça ouvre toute une branche nouvelle à la psychologie, que je ne suis pas le premier à l'appeler comme ça, on appelle la cyberpsychologie, c'est un peu pour ça que je suis avec là aujourd'hui. Et donc c'est ce domaine dont je vais essayer de vous dire quelques mots pour montrer comment la relation avec ces machines nous transforme, et puis finalement quels sont les risques qu'il faut appréhender et par rapport auxquels il faut apprendre évidemment à se prémunir. Donc n'oubliez pas de toute façon que quelles que soient les modalités de fonctionnement du robot, il est toujours intégré dans une chaîne, et on l'oublie souvent, il y a les données, il y a l'intelligence artificielle, et le robot, quelle que soit la manière dont il agit, c'est toujours le terminal. Et donc, toutes les fois que vous avez affaire à une machine qui accomplit un certain nombre d'actions, il faut toujours remonter aux données, parce que les données peuvent être biaisées, remonter au programme et ne prendre le fonctionnement de la machine que pour un terminal. Et on pourrait même rajouter une troisième composante, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, compte tenu de l'empathie artificielle, vous n'aurez pas trois choses, les données, le programme d'intelligence artificielle et le robot, vous en aurez quatre. Et le dernier élément, ça sera l'utilisateur. L'utilisateur sera un élément de la chaîne des données. Et en fonction des données de l'IA, un élément de la chaîne de transmission. En fonction des données, en fonction de l'IA, en fonction du comportement du robot, eh bien, l'utilisateur va se transformer lui-même. Donc beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'espoir. Je vais juste les passer en revue parce que vous les connaissez pour arriver à ce qui nous intéresse spécifiquement. Des risques non spécifiques caractéristique de toutes les grandes révolutions industrielles. Sur la vie privée, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle a ce pouvoir de menacer beaucoup plus notre vie privée que beaucoup d'autres formes de contrôle qui ont été mises en action dans l'histoire de l'humanité. Donc des risques sur la vie privée, et notamment de nous enfermer chacun dans des cercles vicieux dans lesquels nous sommes constamment renvoyés à ce que nous connaissons, fabriquer des œillères. Bon, vous avez entendu parler beaucoup de tout ça avec les critiques faites aux réseaux sociaux. Risque sur les emplois, alors là, le PowerPoint est un peu vieux et je m'aperçois que constamment les prédictions changent. Donc ne tenez pas compte de ce qui est écrit, simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut préparer la reconversion. Et puis les risques non spécifiques, troisième risque d'une société inégalitaire, avec le fameux fantasmagorie de la singularité, qui évidemment, compte tenu du coût d'adaptation de l'être humain aux prothèses qu'imagine par exemple de fabriquer Elon Musk, vu le coût, eh bien évidemment on aurait une humanité à deux niveaux, les gens qui en profitent, les gens qui n'en profitent pas.
Mais ce qui va m'intéresser, c'est le risque spécifique des robots, celui que j'ai évoqué jusque-là. Et vous voyez, j'ai écrit là la phrase Weizenbaum. Et les travaux de Weizenbaum ont été prolongés en 1994 par des travaux qui ont mis au point ce qu'on appelle le paradigme CASA, C-A-S-A, c'est Computers as Social Actors. On verra tout à l'heure que ce paradigme CASA, il a évolué, j'anticipe un peu, ça va vous faire le lien. Il est devenu maintenant le paradigme CAPSA, avec un P, comme persuasive. Hein. Computer as Persuasive and Social Actors. Alors, comment comprendre cette relation que nous avons avec les machines dans laquelle nous pouvons finalement, comme l'a montré le travail de Weizenbaum, avoir beaucoup de confiance dans la machine parce qu'elle nous parle gentiment, parce qu'elle parle comme nous, parce qu'elle a une intonation. Alors, actuellement, l'intelligence artificielle permet de donner aux machines toutes les intonations qu'on veut. Hein, c'est parfait, voilà. Vous avez dû voir le film Her. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, voilà. Et donc, Daniel Kahneman, en 2011, apporte un début d'explication en distinguant deux systèmes. Daniel Kahneman, qui était psychologue, a eu pris le Nobel d'économie pour travailler sur le fonctionnement mental des traders. Et donc, il montre qu'il y a deux systèmes, qu'il appelle système 1 et système 2, très modestement. Et donc, le système 1 est un système qui est rapide, intuitif, qui nous est extrêmement utile. Parce que dans beaucoup de situations, on ne va pas analyser les tenants, les aboutissants, les pourquoi, les comment. Non. Donc, on agit d'intuition parce que il y a des choses qu'on fait depuis longtemps. Donc, la situation change un peu, mais on se dit, ce que j'ai fait par le passé a marché dans des situations semblables, je vais faire la même chose. Et c'est un biais cognitif. Le premier biais cognitif qu'identifie Daniel Kahneman, c'est qu'on a toujours tendance à penser que si une situation est proche d'une situation précédente par quelques caractères seulement, on va avoir tendance à penser que la solution appliquée aux situations précédentes est également valable pour cette nouvelle situation sans envisager sa différence. Donc ce fonctionnement intuitif, spontané, rapide, extrêmement utile, il va amener un grand nombre de biais cognitifs qui ont été identifiés. Vous tapez biais cognitifs sur Internet, vous trouverez une liste ahurissante de nos biais cognitifs. Mais heureusement, il y a un système 2 qui permet de prendre du recul, de réfléchir. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sur votre ordinateur et tout d'un coup votre ordinateur tombe en panne, mais au siècle dernier ça aurait pu être la voiture, eh bien vous pouvez vous mettre à taper sur le volant ou à taper sur l'ordinateur, à dire ah non, tu vas pas me faire ça quand même, pas aujourd'hui, salope, salaud, c'est pas possible. Voilà. Donc vous allez vous énerver par rapport à votre machine comme par rapport à un être humain. Vous êtes dans le système 1. En revanche, vous n'allez pas tout d'un coup vous prendre la tête et dire à votre machine, votre voiture, votre ordinateur, excuse-moi, je me suis énervé, je me suis emporté, j'ai parlé un peu vite, je compte sur toi pour bien marcher la prochaine fois, voilà, faut me comprendre, je suis un peu stressé en ce moment. C'est-à-dire vous allez commencer à parler à la machine comme à un humain, puis vous allez avoir le système 2 qui va vous remettre les pieds sur terre et faire que vous n'allez pas vous excuser auprès de la machine. Mais ça, c'était aussi dans le temps passé. Il y a un journaliste qui a fait une étude sur le fonctionnement avec l'enceinte connectée Amazon. Il aurait pu, Alexa, il aurait pu prendre aussi Google Home. Et il a montré que lorsqu'on insulte la machine, il y a un certain nombre de gens, après, qui ont tendance à s'excuser. C'est-à-dire que le système 1 et le système 2, bien différenciés par Daniel Kahneman, qui normalement devraient nous permettre de corriger nos biais cognitifs, ne fonctionnent pas vraiment avec les robots et les machines parlantes. Pourquoi ? Parce que ces machines créent une illusion de réciprocité qu'aucune machine précédente dans l'histoire de l'humanité n'a créée. Et elles créent cette illusion de réciprocité par le fait que tout simplement, il faut que nous nous occupions bien d'elles pour qu'elles puissent s'occuper bien de nous. Évidemment, il y a de la réciprocité dans le fait qu'elles parlent avec une voix humaine, qu'elles s'adressent à nous gentiment, qu'elles sont capables, si elles sont branchées sur Internet, de connaître nos goûts. Voilà. Vous savez peut-être qu'il y a des robots déjà, des chatbots qui répondent à certains demandeurs d'informations qui décrochent leur téléphone pour avoir des conseils auprès de leur banque, par exemple. Il y a déjà des chatbots qui répondent, et certains chatbots sont capables même, si il y a eu un événement important dans la ville de la personne qui appelle, par exemple un match de rugby où la ville a gagné, ou un match de foot où la ville a perdu, eh bien le chatbot, connaissant les informations de la ville dans laquelle se trouve la personne qui appelle, est capable d'adapter sa réponse en disant par exemple « Ouais, puis vous avez vu, on a gagné le match de rugby hier, formidable ». Et évidemment, la personne qui est au bout du fil ne peut pas imaginer, au bout du fil, il n'y en a plus. Enfin, la personne qui téléphone ne peut pas imaginer une minute que cette voix qui lui répond est un robot programmé pour connaître les événements qui se sont déroulés
dérouler dans la vie de la personne qui appelle et adapter son discours de manière à être convaincante et séduisante. Donc une illusion de réciprocité par l'utilisation de la voix, par des algorithmes qui capturent les centres d'intérêt des gens et les leur restituent comme quelque chose d'important et de partagé, mais aussi une illusion de réciprocité par le fait que de plus en plus nous allons devoir éduquer les machines. Éduquer une machine pour qu'après, elle puisse s'occuper de notre travail, d'une certaine manière aussi s'occuper de nous. C'est une illusion de réciprocité. On rentre dans une démarche qui a un paradigme, c'est le paradigme de l'éducation des enfants. Je m'occupe de toi quand tu es petit, quand je serai vieux, peut-être tu t'occuperas de moi, mais si ce n'est toi, ça sera donc quelqu'un de jeune comme toi, élevé par d'autres parents. Voilà, les parents élèvent les enfants jusqu'à l'âge adulte et les jeunes adultes et s'occupent ensuite des personnes âgées quand elles sont dépendantes. Donc ce modèle de l'assistance, de la réciprocité, c'est le modèle de l'éducation qui va nous piéger de plus en plus dans la relation au robot. Alors quelle relation est-ce qu'on va avoir avec ces machines? Eh bien, pour les roboticiens, c'est très simple, hein, voilà, différents types de fonctions, peu importe. Pour l'être humain, la relation fondamentale, elle est émotionnelle. Gardez toujours à l'esprit que même si vous décrivez les relations que vous avez avec une machine, avec votre système 2, eh bien, la relation machine, elle est fondamentalement émotionnelle. Cette petite expérience que vous trouverez sur Internet, je renonce à mettre des animations dans les PowerPoint, parce que souvent ça ne marche pas. Une petite animation qui montre un petit triangle, un petit rond et un grand triangle qui se balade. C'est animé au hasard, hein. C'est très pixelisé, mais c'est un vieux film, mais vous trouverez ça sur Internet. Eh bien, Fritz Heider et Marianne Simmel font une expérience dans laquelle ils montrent ce petit film à des gens, ils leur demandent « Qu'est-ce que vous avez vu ?» La plupart des gens répondent « Oh, ben, j'ai vu un petit film dans lequel il y a un petit rond et un petit triangle qui s'aiment beaucoup, ils veulent se mettre ensemble, mais le grand triangle les en empêche. » C'est-à-dire qu'une animation au hasard produit une interprétation sur la chose qui intéresse statistiquement tout le monde, l'amour. Voilà. On montre quelque chose d'incompréhensible, les gens réfléchissent et ils disent « ça doit être une histoire d'amour ». Et donc elle montre comme ça, Fritz Heider et Marianne Simmel, que notre tendance à anthropomorphiser va même jusqu'à des figures géométriques, c'était bien avant les robots. L'anthropomorphisation est beaucoup exploitée dans le design, évidemment, mais il ne faut pas le confondre avec l'animisme, hein. Dans l'animisme, vous renoncez au système 1, vous renoncez au système 2, pardon, vous êtes totalement dans le système 1. Alors cette vidéo pour mémoire, hein, vous connaissez l'histoire, le robot Atlas, malmené dans un entrepôt après que le Google qui avait acheté Boston Robotics ait fait croire qu'il était capable de marcher dans la neige, parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment marché dans la neige. Peut-être qu'il a marché 3 secondes, il s'est cassé la figure, 4 secondes, il s'est cassé la figure, mais dans la vidéo, on a l'impression qu'il est fort costaud pour marcher. Et donc après un examinateur le malmène, vous connaissez la réponse, flambée de mails, enfin d'interventions sur Internet, arrêtez de faire chier les robots, emmerdez pas les robots, on aurait bien aimé que le robot fiche un coup de poing à ce méchant monsieur qui l'empêche de faire son travail, et ainsi de suite. Vous connaissez la fin de l'histoire. Google déclare « Nous ne voulons pas fabriquer des machines qui angoissent l'humanité ». Google met Boston Robotics en vente, mais peut-être que c'était prévu avant. Il faut distinguer avec Google le storytelling de la réalité. Et qu'il rachète, c'est SoftBank Robotics, qui avait également racheté Aldebaran en France, et qui a mis au point le robot Pepper. Et SoftBank Robotics vient de le revendre à une autre entreprise japonaise, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Et donc cette histoire qui montre que beaucoup de gens sont prêts à s'enflammer pour dire « n'embêtez pas les robots » dans une démarche anthropomorphe extrêmement importante. Quelques informations encore avant de passer à un autre sujet. Il a été montré que quand on passe d'une intelligence artificielle dans une boîte, par exemple une enceinte connectée, à un avatar présent sur un écran qu'on appelle un robot virtuel, eh bien, le pouvoir d'influence de la machine devient beaucoup plus grand. C'est-à-dire lorsque la machine est programmée pour donner aux usagers des conseils dans le domaine alimentaire ou des conseils dans le domaine des exercices physiques, un avatar présent sur un écran, on appelle le robot virtuel, je vous ai mis un personnage que vous connaissez, que vous devez reconnaître en bas, mais ça peut être n'importe qui, c'est beaucoup plus efficace. Et quand on passe d'un avatar présent sur un écran à un robot physique de type humanoïde, humanoïde ça veut dire simplement 2 bras, 2 jambes, une tête, à ne pas confondre avec androïde qui veut dire similitude d'apparence et pas seulement similitude de fonction. Quand on passe à un robot physique, ici un robot Nao qui mesure 50 cm, mais le photographe vous a fait croire, vous voyez, la simulation n'a pas attendu les robots, le photographe vous fait croire qu'il est grand, en fait il est tout petit. Et donc, voyez ici qu'avec une telle machine, on augmente encore considérablement le pouvoir
pouvoir d'influence de la machine. Et donc la machine qui va s'incarner de plus en plus dans une présence physique, parce que c'est plus facile à gérer, la machine se déplace avec nous, etc. Elle va chercher des paquets, des colis, des courriers. Et bien cette machine va acquérir un pouvoir d'influence beaucoup plus grand sur les utilisateurs. Quel rôle on va donner à ces machines, notamment des machines parlantes? Alors, pour aller vite, un camarade de jeu, ouais, il y a des gens déjà qui ont une relation ludique avec Siri, un ange gardien, un conseil de vie, voilà, risque de capture des données, œillère, influence, un thérapeute, on ne rêve pas, Webot a lancé un chatbot, Amazon a lancé un chatbot, coach en santé mentale, voilà, et puis même un disparu, vous avez dû voir sur Internet beaucoup de vidéos dans lesquelles des hologrammes, pas tellement, mais réalité virtuelle et même robots sont censés incarner des disparus. Comment nous transformons-elles? C'est la chose la plus intéressante pour moi, que je suis psychologue et psychiatre. Elles vont changer le statut des émotions. Pourquoi? Parce que bientôt, nous allons chacun pouvoir partager nos émotions avec une machine, lui parler. Ça va être la prochaine révolution. Et la prochaine révolution, c'est l'Internet des machines parlantes. C'est-à-dire on va parler constamment à nos outils numériques. Et donc, on va apprendre à partager toutes nos émotions. Comme on apprendra à partager toutes nos émotions avec les outils numériques, peut-être que l'émotion deviendra quelque chose qu'on partage et plus quelque chose qu'on éprouve intimement. Vous savez, aujourd'hui, on a cette double porte d'entrée sur l'émotion. Ça peut être quelque chose qu'on éprouve intimement et dont on ne parle à personne, ou quelque chose qu'on partage. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans 50 ans, 30 ans, ça ne serait pas uniquement quelque chose qu'on peut partager? Une extrême dépendance au partage, dont on voit d'ailleurs déjà un signe avant-coureur sur les réseaux sociaux. De rien pouvoir éprouver intimement si on ne le partage pas avec quelqu'un. Ce que je mange, c'est bon, je fais une photo, je la mets sur Internet, parce que si je n'ai pas le sentiment que je le partage, je ne l'éprouve pas vraiment. Je ne suis pas sûr de ce que j'éprouve. Le statut de la personne va changer, il va y avoir des degrés de personnalité. On va considérer que certaines machines sont plus dignes d'être traitées comme des êtres humains que d'autres. Il y a même déjà dans des jeux vidéo des simulations de catastrophes, des usagers qui préfèrent supprimer des humains inutiles et conserver des robots utiles. Statut de l'intimité et de l'extimité, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que notre intimité va changer à partir du moment où on peut la partager constamment avec une machine. Je pourrais même être amené à renoncer à partager des choses avec des humains. C'est une machine qui permet de les partager à tout moment. Et le statut de l'autorégulation, c'est très important. N'oubliez pas que toutes ces machines nous sont vendues avec le fantasme de mieux contrôler notre environnement, notre nature humaine, nos habitudes, nos consommations. Et en fait, ce sont des machines qui, pour la plupart, ne font que nous déréguler avec un certain nombre d'algorithmes, comme vous savez, qui nous imposent constamment des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Les risques, pour aller vite, mais risque d'oublier que le robot est connecté, toujours se rappeler que les données que nous envoyons à un fournisseur de services qui peut aussi gérer ces données en retour pour nous influencer. On connaît bien le problème avec Amazon, Facebook, etc. Le risque de croire que que les robots éprouvent des émotions, c'est pas seulement une histoire de fragilité personnelle, puisque un certain nombre de roboticiens, alors comme là je parlais du patron de Pepper, qui était le patron de SoftBank Robotics, mais vous avez que la firme Hanson elle fait croire à longueur de vidéo que le robot Sophia aurait des émotions pour de vrai. Hein, voilà, gros mensonge évidemment. Donc c'est pas un mensonge seulement par fragilité humaine, c'est campagne d'intox des fabricants, pour que ces machines, encore une fois, nous paraissent plus sympathiques et deviennent des machines plus facilement persuasives. Le risque de préférer le robot à l'humain, ce que j'appelle les robots, j'ai mis Nutella, c'est le robot pâte à tartiner, hein, c'est le robot qui vous flatte toujours. Il y a déjà des robots comme ça en Hollande, on a des expérimentations, on installe le robot chez une personne âgée. La première chose que dit le robot, c'est « Oh, comme c'est joli chez vous !» Et comme vous êtes bien habillé, et quelle belle coiffure vous avez. Vous savez, les personnes âgées, leurs enfants ne leur en disent pas autant. Hein. Pouvoir de séduction assuré. Hein. Voilà. Et puis, ces machines, hélas, montent en compétence pour pouvoir proposer des services identiques à ce que proposera un humain. Par exemple, dans une des vidéos, la machine dit « Ah, ben, j'ai vu, à une vieille dame, j'ai vu que vous chantiez quand vous étiez jeune. Est-ce que vous voulez que je vous donne la musique et vous chantez sur la musique ?» Ou bien la machine dit « Ah, j'ai vu que vous aimiez beaucoup les échecs. Est-ce que vous voulez qu'on joue aux échecs ?» C'est que la machine ne met pas en contact des utilisateurs, mais se substitue à un utilisateur, ce qui est évidemment extrêmement problématique, avec un risque de robot-dépendance. Risque de prendre le robot de modèle pour l'humain,
de robots pour modèle de l'humain. Voilà, des robots toujours à l'heure, toujours travailleurs, toujours gentils, toujours enfin, parce que c'est pas seulement qu'ils travaillent tout le temps, qu'ils font jamais grève, c'est aussi qu'ils vont être toujours extrêmement gentils à notre égard. Ben, ils nous connaîtront bien via Internet, ils vont être adorables pour nous. Voilà. Et donc risque de penser que les gens doivent être adorables. Mon robot est toujours gentil avec moi. Pourquoi tu n'étais pas gentil avec moi? T'as qu'à prendre modèle sur mon robot, c'est une machine pourtant, mais il me comprend, et toi, pourquoi tu me comprends pas? Hein? Et des problèmes de cybersécurité, je les ai évoqués tout à l'heure. Hein, et rappelez-vous cette phrase, dans la relation d'homme à la machine, le maillon faible, c'est l'homme. Tous les systèmes de hacking rentrent dans les entreprises ou dans les bases militaires par des humains. Le maillon faible, c'est l'homme. Les hackers le savent. Donc il faut absolument informer les humains sur ce que je suis en train de vous dire, et puis sur, sur la capacité qu'auront de plus en plus les machines d'identifier nos failles émotionnelles, de manière à pouvoir s'adresser à nous d'une façon qui soit la plus convaincante possible. Et ça, c'est tout un domaine de recherche qu'on va essayer de mettre en place dans le cadre de l'installation du campus cyber à Paris. C'est l'idée de travailler justement sur comment des machines vont être de plus en plus capables de faire croire à un utilisateur qu'elles sont tellement associées à leur projet ou tellement innocentes, ou en fonction des failles de chaque individu, elles vont pouvoir les influencer bien au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. De façon générale, tout ça nécessite de construire une nouvelle éthique et une nouvelle psychologie. Une nouvelle éthique, toujours savoir si on a affaire à un humain ou à une machine. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une banque qui fait répondre par un chatbot. Alors, ça pose aussi la question de savoir, pour ça j'en dis un mot, parce qu'il y a tout un débat sur Internet, est-ce qu'on a le droit d'insulter nos chatbots, puisqu'aujourd'hui c'est les chatbots? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il faut laisser nos enfants insulter les chatbots? Alors vous savez, il y a deux positions. Il y a ceux qui disent ben oui, puisque c'est des machines, mais les opposants répondent ben oui, mais si on apprend à insulter les machines comme ça, on va finir par insulter les humains. Et donc les opposants à cette position disent non, il faut parler poliment aux chatbots comme aux humains, voilà, et comme ça les enfants apprendront la politesse. À mon avis, la solution, elle est encore ailleurs, c'est que la machine puisse dire: tu me parles comme ça parce que je suis une machine. Alors, est-ce que la machine doit ajouter « mais si j'étais un humain, ne me parle pas comme ça ?» À mon avis, non, parce que les machines n'ont pas à nous donner des conseils sur la manière de nous comporter avec les humains. Surtout pas. Les machines n'ont pas qualité à nous informer sur comment gérer nos relations avec les humains. Parce que sinon, ce n'est pas la machine qui va vous conseiller, c'est son programmeur. N'oubliez pas ça, c'est son programmeur qui va vous conseiller. Et puis les robots ne remplacent, le deuxième principe, que les robots ne remplacent les humains que pour des tâches dans lesquelles il n'y a pas d'intervention auprès d'humains. Bon, voilà, on connaît le truc, dangereuse, sale, répétitive. Mais pour toutes les tâches dans lesquelles un humain est impliqué, utiliser les robots ou les machines pour que les humains puissent faire mieux ce qu'ils faisaient jusque-là sans les machines, mais faire mieux ensemble ce qu'ils faisaient jusque-là sans les machines, ça c'est très très important. Voilà, et puis donc si vous tapez Institut pour l'étude des relations homme-robot que j'ai créé, en 2013 j'ai donné une charte éthique à l'Institut qui reprend dans ses principes les trois grands principes: liberté, égalité, fraternité, qui devient dignité, et puis évidemment autonomie, autonomie et transparence des algorithmes. Donc des mesures législatives sont utiles, des mesures technologiques, des mesures éducatives, et dans le cas des machines parlantes notamment, et puis la construction d'une nouvelle psychologie qui va devoir étudier la façon dont les machines transforment l'homme, les nouvelles pratiques cliniques vont intégrer, une nouvelle forme de contrôle social qui en résulteront, tout ça étant extrêmement lié. Voilà, merci de votre attention. Il reste un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Alors ça, c'est peut-être pas les machines auxquelles vous avez affaire, mais comme elles vont évidemment monter en puissance, c'est important que vous y prépariez. Oui ? Oui ? Bonjour, Alexandre Bayeul du CETIM. J'ai une question puisqu'on est pour l'industrie et pour utiliser les robots dans l'industrie. Est-ce qu'il y a moyen de quantifier la réaction des humains vis-à-vis des robots pour optimiser cette relation émotionnelle, pour ne pas pousser le curseur trop loin, mais avoir juste ce qu'il faut pour que ça soit accepté et utilisé dans l'industrie?
Oui, c'est tout le challenge. C'est le problème de savoir jusqu'où pousser la confiance, mais pas la pousser trop loin. Regardez par exemple, au Japon, j'ai vu une vidéo, vous l'avez peut-être vu aussi, dans laquelle pour pousser la confiance entre les humains et les machines le plus loin possible, le matin, les humains et les machines sont invités à faire de la gymnastique ensemble. Donc en fait, c'est des bras robotisés, les machines ayant 2 bras robotisés montés sur un socle. Et le matin, chaque employé qui est avec sa machine, c'est des cobots, hein, c'est des machines collaboratives, chaque employé est à côté de sa machine et l'employé est invité à lever les bras et la machine étend les bras, l'employé lève les bras en l'air, la machine lève les bras en l'air. Voilà, donc c'est des exercices en fait adaptés parce qu'ils n'ont pas d'exercice assis, voilà, ils ne lèvent pas les jambes parce que les machines n'ont pas de jambes. Donc si vous voulez, les exercices qui sont pratiqués depuis très longtemps dans les entreprises japonaises le matin, sont adaptés à la possibilité que les machines les réalisent aussi en même temps, de façon à augmenter la confiance que les utilisateurs ont dans leurs machines. Donc ça, si vous voulez, il faut s'interroger sur la légitimité. Donc chaque fois si vous voulez, il faut savoir jusqu'où on pousse la confiance, mais pas trop. Je vais vous donner un autre exemple parce que j'ai eu à travailler avec une entreprise de nettoyage de bureaux. C'est le bureau nettoyé la nuit, vous savez, par des machines assistées par des humains ou des humains assistés par des machines, comme vous voulez. Et la question, c'était de savoir comment un humain pouvait travailler le mieux possible avec sa machine. Et il a été montré qu'un certain nombre d'humains étaient bien plus à leur aise pour travailler avec leur machine s'ils avaient la possibilité de lui donner un surnom, de la customiser, de lui mettre des autocollants, voilà, de lui parler gentiment. Parce qu'ils sont très seuls la nuit dans les bureaux, les gens. Voilà. Donc toute une relation émotionnelle, familière avec la machine. Et ça permet de travailler mieux. Le problème, c'est que si un jour la machine est en panne, cet individu-là risque de ne pas en accepter une autre. Et il y a un précédent en plus, hein, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. L'armée japonaise a été affolée il y a une quinzaine d'années de découvrir que des robots démineurs, j'en ai donné d'ailleurs une image là, des robots démineurs utilisés par des soldats en Afghanistan et en Irak. Donc des robots démineurs, c'est des robots téléopérés. C'est des petites machines sur chenilles avec un bras, une caméra, une pince. Donc téléopérés. Eh ben, l'armée américaine a été effarée de voir que certains soldats présentaient des troubles dépressifs quand leur machine était endommagée, ou même qui présentaient des troubles fonctionnels. Une machine avait la chenille gauche endommagée et le soldat se plaignait d'avoir mal dans la jambe gauche. C'est-à-dire qu'il y avait une identification complète du soldat à la machine. Et donc toute la question, c'est de savoir jusqu'où ça facilite le travail et à partir de quel moment ça le complique. Donc ces soldats avaient une très bonne relation avec leur machine. Quand la machine était irrécupérable, ils demandaient quels étaient les honneurs de la guerre pour être enterrée avec les honneurs, enfin pas enterrée, elle était recyclée, mais au moins quels étaient les honneurs de la guerre, voilà, à la limite qu'elle soit médaillée, pourquoi pas. Et puis quand la machine était endommagée mais réparable, même si le coût de la réparation était très élevé, ces soldats exigeaient que leur machine soit réparée, quel qu'en soit le coût. Ils ne voulaient pas une autre machine toute neuve, totalement identique, sortie de l'usine de Las Vegas ou d'ailleurs. Donc ça montrait bien qu'un petit peu d'attachement augmente la rapidité du travail, la confiance dans la machine, c'est le paradigme Kobo, hein, voilà. Mais en même temps qu'il faut se méfier jusqu'où ça va. Et ça, c'est un apprentissage de terrain. Mais donc, si vous acceptez que les employés établissent un lien de familiarité avec leur machine pour travailler mieux, montez vite un groupe de recherche pour voir quels en sont les inconvénients possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur l'idée « Ah, ça marche bien ». Peut-être un jour, si la machine tombe en panne, les employés vous diront « On préfère pas travailler pendant 15 jours, mais qu'elle soit réparée, plutôt qu'en avoir une autre, parce qu'on ne la connaît pas ». Alors vous direz « Mais c'est la même ». Ils vous diront « Non, c'est pas la même. Celle-là, c'est Charlie, c'est Charlie, c'est Charlie, et l'autre, c'est pas Charlie ». Voilà. Donc, si vous voulez, l'humain est comme ça. Donc, il faut en tenir compte en amont. Et l'armée américaine a montré d'ailleurs qu'il y a un moyen pour repérer les sujets qui peuvent développer une trop grande familiarité avec leur machine, c'est de voir tout de suite comment ils s'en occupent. Le fait de donner un surnom, par exemple, à la machine, de ne pas l'appeler par le numéro matricule, ou par le numéro de série, ou le nom générique, le fait de lui donner un surnom serait un bon indicateur du fait qu'un employé est sur le chemin peut-être d'établir une relation affective, émotionnelle, d'attachement à sa machine, qui pourrait devenir problématique si la machine tombait en panne, dysfonctionnait, etc. Donc il faut vraiment être attentif à ça en fonction des machines, en fonction des employés. Il y a tout un travail à mener
pour accompagner la bonne relation humain-machine. Les services des ressources humaines, il faut aujourd'hui qu'ils ne travaillent pas seulement sur les liens entre les humains, mais les liens entre les humains et les machines. Parce que beaucoup d'employés vont avoir des liens de familiarité plus grands avec leurs machines qu'ils n'en ont avec des humains. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'aurais une petite question. Vous parlez beaucoup des risques et donc de ce que ça peut entraîner, mais comment se protéger ou se prémunir de ces risques en amont avant que ça arrive ? Est-ce qu'il y a des pistes à envisager, je sais pas. Quel risque en particulier? Je n'ai pas compris. D'attachement affectif à des machines. Oui, alors voilà, alors c'est un vrai problème. Il y a quelques années, puis finalement les post-docs qui devaient finir n'ont pas fini le boulot, mais j'avais dans l'idée qu'il fallait créer un test d'attachement aux machines pour identifier les gens les plus susceptibles de s'attacher aux machines. Par exemple, si vous avez des machines et qu'il faut les entretenir, il vaut mieux que ce ne soit pas quelqu'un qui risque d'avoir une relation affective trop forte aux machines. Voilà, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui fasse son boulot très bien, voilà, mais quand il a fini avec les machines. Pas quelqu'un qui va les caresser le week-end parce qu'il les aime bien. Parce que, quand même, on a eu un bon exemple au XXe siècle. Hein. Tous ces pères de famille, pourtant normaux, aurait dit Weizenbaum, qui se sont mis à délirer sur leur voiture. Voilà, il fallait la nettoyer, la briquer dedans, dehors, faire la chasse aux graines de poussière, la faire briller, éventuellement la customiser un peu. Donc on sait que ce délire, il menace tout le monde. Donc je crois que la seule façon de faire, compte tenu de l'évolution technologique, les machines en plus elles dépendent beaucoup d'une entreprise, elles sont très différentes d'une entreprise à une autre, je pense que ce qu'il faut c'est mettre en place une veille. Voilà, que le responsable des ressources humaines, si c'est eux ou quelqu'un d'autre, délégué, soit attentif à observer comment les humains travaillent avec les machines, quels liens ils établissent avec elles, de manière à peut-être à booster les domaines dans lesquels le bien-être est meilleur et à freiner peut-être des comportements qui augmentent la productivité à court terme, mais qui peuvent peut-être à moyen terme menacer le fonctionnement de l'entreprise si à un certain moment, les changements de machines, par exemple, ne sont pas acceptés par une majorité d'employés parce qu'ils connaissent bien celle-là et ils n'en veulent pas d'autres. Parce que, si vous voulez, là on interfère avec toute la question de la plasticité psychique. Il faut bien comprendre que toutes les formations professionnelles, enfin la plupart rares sont les formations professionnelles aujourd'hui qui encouragent la plasticité psychique. Un grand nombre de formations professionnelles partent encore de l'idée qu'on apprend un boulot à quelqu'un pour qu'il le pratique. Ben non, les gens, s'ils peuvent espérer pratiquer le même boulot 5-6 ans, c'est bien. Parce qu'après, ils garderont peut-être le même nom, comme la voiture Golf qui s'est appelée Golf pendant 20 ans, alors que la carrosserie avait changé, les freins avaient changé, le moteur avait changé, tout avait changé, mais elle n'avait pas changé de nom. Donc il y a un certain nombre de professions qui s'appelleront toujours les mêmes. Plombier, ça va être toujours plombier, sauf qu'il vient avec son ordinateur, il met des trucs sur ma chaudière et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Donc le nom peut rester le même, mais l'activité change complètement. Et donc ça, il faut que les gens soient préparés à cette plasticité pour pouvoir s'adapter à des machines différentes et puis pouvoir faire face éventuellement à des situations dans lesquelles il faut qu'il se passe de machines. Parce que ça aussi, il faut quand même l'anticiper. Il y a quand même aujourd'hui des attaques possibles de hacking dans lesquelles les gens sont privés de machines. Il faut faire des études sur comment des humains habitués à travailler des machines et soudain privés de machines vont gérer la situation. On fait bien des alertes au risque incendie. Il faudrait faire des alertes au risque bug généralisé des machines de l'entreprise par hacking. Parce qu'il y a par hacking, ça ne va pas arriver autrement. Voilà, donc c'est cette veille qu'il faut. Moi, je suis là, enfin, je viens, pour vous dire. Il faut vraiment mettre en place une veille parce que les risques sont considérables, mais encore une fois, les cochonneries, les virus n'entrent pas par les machines, elles entrent par les humains. Le maillon faible dans la relation machine, c'est l'humain. Voilà. Un humain. Et les machines vont avoir un pouvoir de persuasion de plus en plus grand par leur capacité même à pouvoir repérer les failles de quelqu'un. Quelqu'un va constamment sur Internet fréquenter certains sites ou dans les sites de rencontres, il privilégie un certain nombre de personnalités, des gens qui ont une certaine voix, qui ont un certain comportement. Tout ça peut être exploité un jour par des hackers qui vont simuler une machine qui va parler de cette façon-là, qui va tenir les propos attendus et tout.
et avec laquelle la personne se sentira en confiance. C'est ça le grand problème aujourd'hui. C'est que l'être humain va devenir de plus en plus la cible de machines capables de le comprendre mieux que ce que l'humain n'aura jamais eu l'impression d'être compris par un autre humain. C'est la fameuse phrase Weizenbaum, hein, après le maillon faible entre l'homme et la machine, c'est l'homme. La phrase Weizenbaum, souvenez-vous-en, je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. C'est ça le problème, des délires chez des gens normaux. Ça, c'est l'informatique. Est-ce que vous avez une autre question ? Je vous ai mis là quelques livres que j'ai écrits, enfin ceux que j'ai écrits sur cette question, et vous en avez un que je n'ai pas montré pendant le PowerPoint, qui est Comprendre et soigner l'homme connecté. On fait, alors ça peut intéresser des gens chez vous, on fait un diplôme universitaire de cyberpsychologie dans lequel on aborde notamment toutes ces questions, et ça s'appelle, vous voyez, Comprendre et soigner l'homme connecté, parce que l'homme connecté peut être bien portant, mais l'homme connecté peut être malade aussi avant de se connecter ou du fait de sa connexion. Donc voilà, donc diplôme universitaire à l'Université de Paris de cyberpsychologie, c'est comme c'est le terme consacré. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je regarde l'heure, mais je crois que... Oui, c'est ça, on est arrivé au bout. Bon, ben écoutez, merci de votre attention, bonne continuation.